Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Trendstalk. Alors l'été sera chaud, l'Arizona s'apprête à affronter un nouvel effort de 10 milliards d'euros. Comment peut-elle y parvenir alors que les conditions de la croissance semblent se détériorer et qu'il y a d'ailleurs un regain de tension au Moyen-Orient? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Ledan, senior économiste chez ING. Bonjour Philippe. Bonjour. Je le disais, un effort de 10 milliards d'euros. L'Arizona a prévu un nouveau marathon budgétaire à la rentrée qui s'annonce très compliqué. Est-ce que ces 10 milliards sont crédibles pour retrouver une trajectoire budgétaire solide? Oui, toutes les estimations, les études vont bien dans ce sens. Le comité de monitoring pour le fédéral parlait d'un peu moins. La Banque nationale est plutôt au-dessus, jusque 14. Mais clairement, si on arrivait à faire 10 de manière structurelle, donc c'est-à-dire qui d'année en année se répète, pas des one-shots, effectivement, c'est ça qui permet de réduire ou de revenir sur une trajectoire de stabilité du taux d'endettement. Pas d'avoir un déficit de zéro. Concrètement, pour le voir autrement, on a un déficit qui dépasse les 5% du PIB aujourd'hui. On devrait quand même être en dessous de 4. Donc il y a plus d'1%, 1,2% de PIB d'efforts à réaliser. Le PIB, c'est 650 milliards d'euros. Et donc on est bien dans ces zones-là, très clairement. Tout à fait. Et je dirais... Essayez aussi de le faire en ne comptabilisant pas les effets retours sur lesquels qui sont souvent exagérés. Donc vraiment 10 milliards de vraies mesures. Et s'il y a des effets retours positifs, on trouvera bien le moyen de les dépenser. Oui, alors dans ce débat, on a toujours ceux qui opposent quelque part la diminution des dépenses ou l'augmentation des recettes. C'est un débat qui dure depuis des mois, voire des années. Je vous pose une question difficile. Si vous étiez ministre des Finances ou du Budget, où est-ce qu'elle irait votre priorité ? Alors, en fait, la question des dépenses ou des recettes est une question politique. Et si j'étais ministre des Finances, j'aurais donc une réponse. En tant qu'économiste, je peux permettre le luxe de ne pas avoir de réponse parce que c'est fondamentalement une question politique. Certains vont effectivement prévoir augmenter les recettes et d'autres vont considérer qu'il y a moyen de faire avec moins. En plus, je vous avoue que pour monsieur et madame tout le monde, pour les entrepreneurs, il faut faire attention avec ce débat parce que parfois il y a des recettes où il y a des non-recettes qui sont comptabilisées comme dépenses dans la comptabilité publique. Donc ils vont être considérés comme un subside parce que l'État a pris une mesure qui fait qu'il y a un abattement sur des cotisations ou autres. Ça va être donc considéré, c'est une non-recette, mais qui est considérée par l'État comme une dépense. Je prends un autre exemple. On a vu que l'INAMI a sorti une note sur des possibles économies. Il y a la question d'une franchise. Donc, c'est-à-dire que les ménages devraient d'abord payer 300, 400 ou 500 euros de dépenses de santé avant de commencer à rembourser. Évidemment, d'un point de vue de l'État, ça va être vu comme une moindre dépense. Tout à fait. Mais du point de vue du contribuable, s'il y a cette franchise, ça, où est davantage prélevé, il va payer plus. Et lui va le voir en fait comme une dépense, une taxe supplémentaire. Et donc, dans son imaginaire, c'est plus un revenu supplémentaire pour l'État. Donc il faut faire attention avec ce débat entre recettes et dépenses. Dernier point quand même sur ce point. Compte tenu de ce que je viens de dire. Donc c'est vrai que ça donne ça nuance ce que je vais dire maintenant. Néanmoins, quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des recettes de l'État, c'est 49% du PIB. L'ensemble des dépenses de l'État, c'est 54,2% du PIB. Il y a un écart. Il y a un écart, c'est le déficit. Si on met en perspective par rapport aux autres pays... On est quand même dans la fourchette haute. Voilà, on est clairement dans le haut du classement. Donc ceci inciterait quand même à dire, est-ce qu'on ne sait pas vraiment faire la même chose avec un peu moins de dépenses quand on a déjà des dépenses publiques qui dépassent la moitié du PIB et des recettes. Donc, bien se dire que la moitié du PIB généré en Belgique est d'une manière ou d'une autre captée et redistribuée au travers de toutes les fonctions de l'État. Est-ce que là, il n'y a pas l'idée d'arriver à faire la même chose avec moins ? Voilà, donc ça plaiderait plutôt pour un peu moins de dépenses. Mais un peu moins de dépenses et en même temps trouver 10 milliards d'euros, comme vous l'avez dit, de manière très concrète.
est-ce qu'on peut vraiment échapper à de nouvelles hausses d'impôts, en tout cas pour l'exercice ici de 10 milliards que je vise? Si on mêle la question économique et l'équilibre politique, qui est ce qu'il est, moi en tant qu'économiste, je ne peux que voir l'équilibre politique, la conclusion est plutôt de dire, non, il y aura un équilibre entre recettes et dépenses. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs propositions, plusieurs ballons d'essai ces dernières semaines. Alors, il y en a une qui a fait grand bruit, c'est la proposition des engagés de taxer les hauts patrimoines. Alors, pas 1 million d'euros, 500 000 euros. Bon, il y a le CEO d'Odoo qui est sorti du bois en disant « je vais quitter la Belgique si on me met une taxe pareille ». Est-ce que vous comprenez sa réaction en quelques mots? Oui, alors c'est vrai qu'elle est très spécifique parce que c'est par rapport à des entreprises, plutôt des start-up, des scale-up, qui ne génèrent pas encore un cash flow et une rente. Exactement, c'est un pari sur l'avenir. Voilà, exactement. Et le débat était exactement le même en France avec d'autres entreprises dans le même secteur par ailleurs. Donc ça, il faut quand même Mistral, accepter. Si je me souviens bien, exactement, il faut quand même accepter qu'il y a un point clair et c'est pas du luxe ou autre. Bien sûr qu'il pourrait trouver les moyens de le payer, mais il y a quand même une question fondamentale sur le financement des start-up, des scale-up. Par ailleurs, sur le risque de fuite des détenteurs de capitaux de manière plus générale, je pense qu'il y a aussi un point. Alors c'est vrai, on va dire, oui, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, il y a une inertie et ils ne sortent pas. Mais attention, mais les études qui ont été réalisées dans ce domaine, généralement, effectivement, elles prennent un groupe de détenteurs de patrimoine qui descend assez bas. 500 000 ou 1 million, on ne parle pas des milliardaires ici. Oui, tout à fait. Et eux, évidemment, qu'ils ont une mobilité beaucoup plus faible. Vous n'allez pas, pour un patrimoine pareil, vous n'allez pas bouger. Et donc, il faut faire attention entre les discours de dire « mais non, ne vous inquiétez pas, les milliardaires ne vont pas bouger », alors que les études qui étudient le sujet montrent que c'est plutôt ceux en dessous qui, effectivement, n'ont pas de raison, ils sont coincés et ça n'a pas de valeur ajoutée pour eux de bouger. Donc il faut quand même écouter ces points-là, en même temps qu'il faut écouter le point de la répartition entre la taxation du travail et du patrimoine. Mais encore une fois, le problème de ce genre de débat, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des débats très, très sensibles, très émotifs. Il faut plutôt les prendre comme ils sont, c'est-à-dire ce sont des questions économiques qui peuvent avoir des conséquences économiques, des impacts, et il faut étudier ça sous cet angle-là et évacuer tout le volet communication et émotion. Eh bien justement, une mesure économique que vient de décider l'Arizona, c'est d'étendre les flexi-jobs à tous les secteurs. Et là, on voit en fait que les flexi-jobs, ce sont aussi du travail défiscalisé, et donc il y a un manque à gagner pour les recettes de l'État. Et là, tiens, le ministre du Budget, le week-end dernier, vient de tirer sur ce système en disant « attention aux dérives ». Il a fait la même chose avec les sociétés de management, qui sont taxées, mais à des régimes, on va dire, plus préférentiels, entre guillemets. Mais là, est-ce que vous comprenez aussi son raisonnement? Bon, on prend une mesure, on la critique, après ça c'est peut-être bizarre, mais en tout cas sur le fond de ces recettes perdues quelque part. Je mettrai sur différents éléments. Il y a plein de niches fiscales en Belgique, oui. Sur lesquelles, effectivement, on peut quand même se demander s'il n'y a pas à le verrouiller ou encore une fois, à repartir sur d'autres bases pour éviter d'avoir tout ça. La question des flexi-jobs est une question fiscale, mais qui est liée à une question très économique aussi, dans notre volet de l'économie, qui est le marché du travail. Ouais. Et là, je pense qu'effectivement, il y avait au départ une bonne idée qui était de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une espèce de chapeau très flexible sur le marché du travail, qui est un marché du travail très rigide, compte tenu de la fiscalité très lourde, de toute une série de règles, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une espèce de chapeau qui permette de fluidifier ce marché du travail, où les gens qui ont envie de travailler un peu plus, y trouvent leur bonheur rapidement, des employeurs qui ont besoin d'emplois qui ne leur coûtent pas trop cher, compte tenu aussi de cette défiscalisation, ils trouvent facilement des gens qui ne trouvent pas aujourd'hui, mais qui pourraient trouver auprès de gens qui travaillent déjà. Ouais. Parce qu'ils ne le trouvent pas auprès de gens qui ne travaillent pas. Bon, et donc, exactement. On peut comprendre l'idée de l'extension en termes de niveau défiscalisé et en termes de secteur. Après, effectivement, je ne suis pas grand fan
de cette extension. D'accord. Parce que là, on est en train, effectivement, tout comme l'extension du travail étudiant d'ailleurs, de cannibaliser d'autres types d'emplois. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de mettre ce chapeau très flexible. J'aurais plutôt été partisan de dire on supprime ce genre de système. La Belgique est un pays où, pour financer l'État-providence, on a besoin d'aller capter des moyens. C'est comme ça, le travail est lourdement taxé et voilà. Mais il n'empêche qu'on a besoin d'un chapeau flexible. Donc moi, j'aurais plutôt été en faveur d'une espèce de titre-service universel qui serait une espèce de, si on veut de la flexibilité dans le marché du travail, qui serait une espèce de contrat d'une heure, mais un full package avec le salaire, la cotisation sociale, qu'on pourrait même rééchanger. Donc si j'en ai gagné, je pourrais les utiliser dans un ratio 2 pour 1, 3 pour 1. Donc je pourrais moi-même devenir employeur, mais repayer du coup des cotisations sociales, des impôts. Mais à ce moment-là, vous avez un système hyper flexible, mais qui contribue au système et qui ne vient pas cannibaliser des emplois qui apportent des cotisations sociales et des impôts. Donc voilà, moi je crois vraiment que là, on a été un peu loin dans cette recherche de flexibilité, même si l'idée première est bonne et qu'on en a besoin. Oui, il y a toujours du pour et du contre finalement, de toute façon. Oui. Mais quelque part, vous parliez des coûts du travail qui sont importants. Voilà, il y a un grand débat aussi qui pose la réforme fiscale, qui est... Enfin, on sait que le revenu et l'IPP sont fortement taxés, le plus taxé au monde, je pense, le revenu sur le travail. Et quelque part, de déplacer cette fiscalité sur le patrimoine. Est-ce que ça va dans la bonne direction, selon vous? Un grand Big Bang fiscal de cette ampleur? Encore une fois, n'oublions pas, l'ensemble des revenus de l'État, c'est 49% du PIB. Donc, en fait, on est dans le haut des classements partout. C'est vrai, aussi sur le patrimoine. Aussi sur les revenus du patrimoine. Ouais. Le patrimoine pas, maintenant il y a la taxe sur les plus-values, mais sur les revenus, on est de nouveau dans le haut. Sachant que, n'oublions pas, le revenu du patrimoine doit être couplé à l'ISOC, à l'impôt des sociétés, avant, et donc quand on fait le cumul, on est très haut aussi. Par contre, on a plein de niches qui sont liées au fait qu'on a sans cesse rajouté des couches dans un système fiscal. Et on va vers plus de complexité. Exactement. Et donc là, il y a une question à se poser de dire, et en fait, le ministre du Budget, qui a été ministre des Finances sous la précédente législature, avait voulu, au niveau de l'IPP, de dire est-ce qu'on ne devrait pas repartir sur des bases beaucoup plus claires, en demandant à cette commission, à l'époque de professeurs d'université, de dire voilà, sur base de quel principe devrait-on refonder la fiscalité IPP ? Et à ce moment-là, d'avoir quelque chose de plus clair, est-ce que ça mènera, in fine, à taxer davantage encore les revenus du patrimoine et moins le revenu du travail? Je n'en suis même pas sûr, dans les taux globaux. Oui, d'accord. Mais par contre, en évacuant toutes les niches, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus clair où, en fait, le choix du travailleur, du consommateur, entre se mettre en société, être indépendant, être salarié, que globalement, ça amène au même genre de fiscalité, et que tel régime ne bénéficie pas plus de niches que tel autre régime, là, je pense qu'il y a un vrai travail. Mais je ne suis pas certain qu'au final, ça mènerait à un énorme mouvement de la fiscalité d'un côté vers l'autre côté. Par contre, ça va faire sauter toute une série de choses qui sont plus des inefficacités du système fiscal qu'autre chose. Oui, après, on voit que c'est quand même très compliqué politiquement, parce que derrière chaque niche, devant chaque niche, il y a bien sûr un chien de garde, mais quelque part... vous avez évoqué dans une chronique sur Trends Tendance le nudging fiscal. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors, l'idée est de dire, par rapport à de nouveaux impôts, puisqu'on en parlait tout à l'heure, si on doit trouver probablement que l'équilibre nécessitera ou imposera d'une manière ou d'une autre de nouveaux impôts, l'idée est plutôt de dire, et nonobstant une éventuelle refondation du système fiscal, ça n'a rien à voir, mais par contre, si on doit avoir de nouveaux impôts, type impôt sur le patrimoine ou autre, est-ce qu'on ne peut pas chaque fois plutôt avoir en même temps une porte de sortie qui soit offerte aux contribuables, mais que cette porte de sortie rapporte indirectement des rentrées fiscales vertueuses quelque part à l'État. Exactement. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Si on doit mettre en place un impôt sur le patrimoine, parce que politiquement, il y en a certains qui le veulent, c'est pas que je dis que c'est souhaitable, je dis simplement que
objectivement, peut-être que ça arrivera pour des questions dans cette coalition ou la prochaine, hein, voilà. Et compte tenu des problèmes que ça peut poser pour certains propriétaires d'entreprises, est-ce qu'on ne peut pas simplement dire, voilà, vous payez l'impôt, mais vous pouvez déduire tous les investissements que vous réalisez en Belgique. Même, on pourrait mettre en place un fonds spécial qui finance des start-up et des scale-up dans lequel vous pouvez investir, et tout investissement que vous réalisez, donc vous prenez des parts, hein, c'est pas que vous donnez votre argent, vous prêtez des parts, vous investissez dans ce fonds, mais vous pouvez les déduire de l'impôt. Bien à ce moment-là, celui qui effectivement est un grand investisseur en Belgique, qui pourra le montrer, effectivement, qu'il puisse de ce fait-là éviter l'impôt sur le patrimoine, pourrait dire oui, mais ça rapporte à l'économie belge. Ce qui a plutôt ses investissements à travers le monde, eh bien, payera simplement son impôt. Donc, le nudging, c'est l'idée d'avoir un impact sur l'économie en offrant une porte de sortie au niveau de l'impôt. Et parce qu'en Belgique, on adore éviter l'impôt en prenant les portes de sortie, eh bien, qu'on la prenne. Au moins, ça aurait un comportement vertueux. Voilà, par indirectement. Il y a la même chose avec les revenus locatifs. Hein. On sait qu'ils sont taxés indirectement ou en tout cas plus faiblement. Et donc là, il y a quand même aussi une anomalie, on va dire. C'est quelque chose d'assez évident. C'est un vrai revenu. Donc là, on ne parle pas même d'un patrimoine. C'est un revenu qui est taxé d'une manière assez théorique, assez spéciale au regard de ce qui se fait ailleurs. Attention, hein, petite parenthèse, vous avez dans d'autres pays où même le capital financier est imposé sur base d'un revenu théorique. Hein, donc je veux dire, ça peut exister. Chaque système a cet art et ses avantages. Mais par contre, si on partait sur base des revenus réels, locatifs, mais par contre en offrant là aussi un panel très large de déductions sur des travaux d'un meilleur bien-être pour le locataire, d'isolation. On a quand même des gros objectifs en matière climatique où on n'est nulle part en matière de logement. Je rappelle quand même que l'objectif européen, c'est label A pour tout le monde en 2050. On n'y arrivera pas au rythme actuel. Tout à fait. Oui. Donc, on pourrait dire, voilà, tout investissement qui renforce ça, on peut faire déduction, et là, tout le monde s'y retrouve, en ce compris le secteur de la construction, qui en a bien besoin par ailleurs. Et donc, toute une série de choses, je peux prendre d'autres exemples, plutôt que de donner des primes pour mettre ceci ou cela, des panneaux solaires, ce dont l'État n'a plus les moyens. Oui, tout à fait. Eh bien, retournons le problème. Oui, tout à fait. On met en place un impôt que l'on paye si on ne le fait pas. Mm-hmm. Et de dire, ça stimulera ceux qui ont les moyens de faire ce type d'investissement. Et on peut mettre en place une limite en dessous de laquelle on ne paye pas cet impôt. Enfin là, tout est flexible en Belgique, on est super imaginatif. Mais on fait faire en sorte que ceux qui ont les moyens fassent les investissements. Au moins, ils seront contents de ne pas avoir payé l'impôt, ils seront contents d'avoir des panneaux solaires, d'avoir une batterie, d'avoir contribué à la stabilité du réseau électrique. Et en plus, tout le monde s'y retrouve. L'État, parce qu'il ponctionne 50% du PIB, le secteur qui a de l'activité, et le contribuable qui, à défaut d'avoir de payer de l'impôt, au moins peut se dire qu'il a contribué à ça. Philippe Ledon, on a parlé des dépenses, on a parlé des recettes, il y a l'éléphant dans la pièce, la croissance. Ouais. Alors, où est-ce qu'elle va en Belgique ? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Je l'évoquais en début d'émission, c'est pas terrible. Oui. Non, la croissance est mauvaise, et c'est pas neuf. On a une croissance qui, aujourd'hui, les bonnes années arrivent difficilement à dépasser le pourcent. Il faut se dire qu'il y a 15 ans, les bonnes années ont dépassé les 2%. Donc, 1 point de croissance de différence. Et quelque part, on a bâti tout un système de sécurité sociale qui a besoin de croissance. De plus de 2. Oui, de 2 à 3. De 2 à 3, oui. De manière, parce qu'il est conçu comme ça, et aussi parce qu'avec le vieillissement de la population, qui est aussi une source de ralentissement, hein, donc tout est dans tout, mais les dépenses publiques augmentent également de manière automatique. Donc concrètement, la croissance économique est devenue trop faible. Et en fait, la source de ces conclaves budgétaires permanents où on doit trouver... Si on avait maintenu la croissance économique qu'on avait dans les années... jusqu'au milieu des années 2000, on va dire, si on avait maintenu ce rythme de croissance, concrètement, en ayant eu les politiques économiques qu'on a eues,
en fait, on n'aurait pas le problème budgétaire qu'on a aujourd'hui. Même avec le vieillissement. Même avec le vieillissement. Si on avait maintenu... Mais attention, parce que contre le vieillissement, on a pris toute une série de mesures. Oui. Donc si on avait pris ces mesures, mais dans un cadre où on délivrait plus de 2% de croissance plutôt 1% de croissance, on n'aurait pas le problème budgétaire. Donc la croissance économique, qui a été oubliée aussi dans la politique économique ces 15 dernières années, il faut quand même dire comme c'est, on a une oreille de plus en plus attentive, je parle de la collectivité, pas moi, à ces théories de décroissance, de dire finalement tout ça n'est pas nécessaire, etc. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen, quelle que soit l'institution, vous avez eu à un moment ou une autre une oreille attentive ou bienveillante à ce type de théorie. Et on voit qu'ici, budgétairement, en tout cas, on ne s'en sort pas avec ça. En tout cas, on en voit le fait que ceci est incompatible avec la structure budgétaire que l'on a l'ambition d'avoir et la structure de l'État-providence qu'on a envie d'avoir. Je pense que le rapport Draghi au niveau européen a sonné la fin de la récréation en la matière. D'accord. Mais c'est la porte de sortie par le haut de tous ces problèmes budgétaires. C'est de dire, arriver à développer, à mettre en place un cadre économique qui attire les investisseurs, qui crée de l'activité, qui crée des entreprises, qui donne envie de travailler, etc., etc., ça permet, à ce moment-là, de redéployer la croissance économique. Et à ce moment-là, votre problème budgétaire, à moyen et long terme, il va être beaucoup moins présent. Et certainement, dans un monde où le reste du monde continue. J'allais y venir. Évidemment, on a des regains de tension ici au Moyen-Orient cette semaine. On ne sait pas trop où on va. On sait que l'économie belge est une économie hyper ouverte. On a beau mener toutes les politiques ici de croissance en Belgique, on reste quand même dépendant du cadre autour de nous. C'est un gros problème, ça, quand même, pour la Belgique. Oui, non, clairement, et je dirais depuis 2020, les éléments sont contre nous. Entre le Covid, la guerre en Ukraine, donc la succession de chocs. Multicrise, oui. On est déjà dans un cadre qui secoue notre capacité à générer de l'activité. Et à très court terme, ça reste un problème, parce qu'effectivement, à court terme, on reste dans une situation qui est tendue, on reste dans une situation où on paye notre énergie fossile à un prix plus élevé, et donc l'Europe paye plus le reste du monde, donc on a forcément moins de moyens pour consommer à l'intérieur de l'économie. Donc très clairement, en plus de ça, les éléments sont contre nous. Ceci étant, si on regarde d'autres régions du monde, ces autres régions du monde, malgré le même canevas, alors c'est vrai, les États-Unis sont exportateurs nets d'énergie, donc ils voient le problème très différemment. Mais au-delà de ça, c'est pas le secteur de l'énergie américain qui fait le succès de la croissance actuelle. C'est l'innovation, la technologie. C'est l'intelligence artificielle, c'est son secteur technologique. Donc ils ont une histoire de croissance à proposer. Et effectivement, ça les rend plus résilients à ce type de choc. Donc oui, les éléments sont contre nous, mais je trouve que c'est un peu facile de dire « mais qu'est-ce que vous voulez, les éléments sont contre nous ». Oui, mais à côté de ça, on n'arrive pas à avoir une belle histoire de croissance à proposer et qui serait affaiblie par les chocs mondiaux, mais qui nous permettrait quand même de continuer d'avancer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Juste une petite parenthèse sur les prix du pétrole, voire du gaz. Bon, ça, c'est un petit peu différent, mais on n'est pas dans une explosion non plus du baril, malgré la reprise des tensions, comme je l'évoquais depuis plusieurs jours. Comment expliquer ça brièvement Brièvement, parce que le marché considère que tout ça va se régler. Oui, voilà, la confiance. Et donc, c'est ça le risque, c'est que ça ne se règle pas. D'accord. On l'a très bien vu déjà depuis 2 mois, depuis le mois de mai. Vous voyez que le prix commençait tout doucement à baisser. Il n'a jamais atteint les niveaux qu'on a connus en 2012 ou en 2022, parce que le marché considère que voilà, ça va se régler, et donc, pour le moment, on fait le gros dos, on n'achète pas trop, on mange les stocks, et ça va passer comme ça. Oui, mais ça ne pourra pas durer. Le risque, c'est qu'à force de manger les stocks, à un moment, il n'y en a plus. À force de ne pas acheter, à un moment, on va devoir acheter. Et là, la pression risque d'être beaucoup plus élevée. Donc, il est vraiment, vraiment impératif que ce dossier se règle, au moins de manière partielle, dans les prochaines semaines, grand maximum. Parce que sinon, la pression, on va l'avoir. La vie d'un économiste ne doit pas être simple en ce moment, parce qu'on avait l'arrêt finalement du conflit au Moyen-Orient. En tout cas, ça semblait aller dans la bonne direction. Et si ça repart, il y a quand même une influence sur l'inflation avec ces prix de l'énergie. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire des prévisions comme ça pour les années à venir ? Ça reste compliqué, quoi. Alors, ça reste très dur. Ça reste très dur. Alors, plus
à court terme, alors c'est un peu bizarre, parce que la prévision à court terme devient plus difficile que la prévision à plus long terme. Okay. S'agissant par exemple des prix de l'énergie, à long terme, on a quand même une vision sur les capacités d'extraction, de transport. Il y avait plus d'offres que de demandes avant le conflit. Donc, qui vont venir dans les prochaines années sur le marché. Donc ça aide à dire, oui, a priori, le marché va quand même être détendu. À court terme, c'est clair que ça demande de réviser... Et comme je pense que chaque entreprise, chaque manager aujourd'hui est amené à devoir revoir son cadre faire des choix, dans lequel il agit par cette volatilité, notamment sur les prix de l'énergie ou globalement sur la géopolitique. Qui dit retour de l'inflation dit forcément réaction des banques centrales. Oui. Alors la BCE, est-ce que vous croyez qu'elle va relever à nouveau ses taux comme elle a pu le faire Alors, nous pensons qu'effectivement elle le fera une nouvelle fois. Alors, est-ce que ce sera dès juillet? Non, on pense plutôt à septembre et on pense qu'elle le fera encore une fois. Elle l'a déjà fait, donc en juin. La justification qu'elle a donnée, c'est pas de dire par sécurité on va le faire, c'est plutôt de dire voilà, on n'aime pas les développements que l'on voit dans l'inflation. Mais c'est assez spécial, parce qu'on sait que pour combattre l'inflation, donc elle augmente ses taux. Par contre, on sait que c'est une inflation créée par l'offre de pétrole, alors qu'augmenter ses taux, on régule plutôt la demande avec ça. Alors il y a eu beaucoup de critiques sur la BCE. Est-ce que ces critiques sont justifiées? Non, mais c'est vrai. Il y a un grand débat là-dessus. Ça devient très vite technique. Maintenant, quand vous avez un choc d'offre au travers des prix du pétrole, le risque, c'est que si la demande ne fût-ce que reste comme elle est, si la demande ne se détruit pas suffisamment, je suis désolé de le dire comme ça, en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, ce qui peut être le cas, parce que par exemple, les ménages diminueraient leur taux d'épargne, mais maintiendraient leur niveau de consommation, et compenseraient l'augmentation des prix de l'énergie comme ça, le risque, c'est que les producteurs qui font eux-mêmes face à une augmentation des prix de l'énergie soient tentés de transférer ces hausses sur leur prix de vente. Et à ce moment-là, vous avez une inflation qui n'est plus une inflation uniquement liée au prix de l'énergie, mais qui devient une inflation plus large. Et ça, c'est la justification de la BCE. Là, on a une spirale qui commence. Voilà, exactement. Là, on doit quand même faire attention. Il y a un risque que les salaires soient compensés pour cette augmentation. Et donc, ça va renforcer la demande. Et donc, en même temps que c'est effectivement un problème plus qui vient de l'offre, et ce n'est pas en augmentant les taux qu'on va faire venir plus de pétrole, mais en même temps, le risque, c'est que s'il n'y a pas suffisamment de destruction de demande, on va avoir un problème. Donc, on doit un peu augmenter les taux pour contraindre la demande. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est les taux à court terme, mais il y a aussi les taux à long terme qui sont élevés, en tout cas qui ont augmenté ces derniers mois. Là, on a la dette dont on évoquait en début d'émission. Est-ce que notre dette est soutenable? Alors, certains évoquent, oui, si pas un moment grec, en tout cas un effet boule de neige à partir de 2030, c'est demain, c'est juste après la législature. Est-ce que ça, c'est un scénario qui vous paraît crédible ou est-ce qu'on exagère? Alors, il y a deux éléments. Premier élément, sur les taux longs aujourd'hui, rappelons quand même qu'ils sont juste normaux. Oui. La normalité, c'était toute la période où ils étaient à taux zéro. Oui. Le problème, effectivement, de taux zéro, c'est que ça a donné l'illusion que la dette n'existe pas, puisque l'État empruntait à taux zéro et l'État ne rembourse jamais vraiment sa dette, puisqu'il fait un rollover sur sa dette, il n'en paye que la charge d'intérêt. Mais comme cette charge d'intérêt, mais comme les taux sont revenus à niveau normal, la charge d'intérêt réaugmente, et donc le risque, c'est que si on continue avec le déficit actuel, on va avoir un effet boule de neige et on va avoir un problème. Et ce moment grec ? Alors justement, le fait qu'on pourrait à un moment avoir un effet boule de neige avec des déficits importants peut faire que les investisseurs prennent peur, la prime de risque liée à la Belgique augmente, ce qui augmente encore le coût de financement de la Belgique, au point qu'à un moment, les investisseurs vont dire « nous, on ne réinvestit plus dans votre dette, ce qui vient à échéance, on prend notre argent, mais on ne vous rachète pas les nouvelles ». Ça, c'est le moment grec. Tout à fait. Et que ferait alors, quelle réaction aurait la Belgique dans une situation pareille ? La différence avec la Grèce, c'est que, on a un tissu économique, donc sentant la pression, probablement que très rapidement, il y aurait un conclave budgétaire qui prendrait des mesures dures, mais il pourrait dire, oui, mais ce sont les méchants marchés financiers, et donc, désolé, c'est pas nous. Et ça aide toujours à faire passer des mesures budgétaires. Deuxième élément, grosse différence avec la Grèce, la Belgique aurait, et je ne le souhaite vraiment pas, mais objectivement, la Belgique a un pare-feu
qui est de dire, si les investisseurs étrangers ne veulent plus de notre dette, faisons appel à l'épargne nationale. C'est le grand classique, c'est l'emprunt, le terme, c'est l'emprunt Van Petegem plus récent. Une grande épargne qui n'avait pas les Grecs. Voilà, exactement. Il y a une manne financière, les Belges sont plutôt à aller déposer leur argent, en leur offrant un taux intéressant, ils vont foncer dessus et on va revenir à un emprunt qui est financé par l'épargne. C'est un pare-feu que les Grecs n'avaient pas. Attention, c'est un pare-feu qui a un prix très élevé. Parce que l'argent qui est sur les carnets d'épargne, il ne dort pas contrairement à ce qu'on entend souvent. Il sert à financer l'économie. Des crédits hypothécaires, des crédits d'investissement. Et ça veut dire que le coût de financement de l'économie en Belgique augmenterait parce que tous les moyens qui sont pris pour financer l'État ne sont plus là pour financer le reste de l'économie. Mais dans l'urgence d'une crise de la dette telle qu'on l'a connue au début des années 2010, je suis vraiment convaincu que plutôt que de faire défaut sur la dette ou d'avoir la tutelle du FMI, le gouvernement belge choisira de lancer un grand emprunt auprès du public. Donc le moment grec, je n'y crois que très peu, même si les solutions qui seraient trouvées seraient tout aussi dommageables pour l'économie. D'où l'importance de régler le problème. Exactement, j'allais conclure comme ça. Merci Philippe Ledent, en tout cas, pour cette venue. Quant à nous, il me reste à vous souhaiter une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.